Bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour notre bonjour et bienvenue pour le webinaire de présentation de l'instrument européen EIC, European Innovation Council, organisé par l'AFPC, l'Association française des pôles de compétitivité, en collaboration avec les points de contact nationaux, Jérôme Billet et Laurent Vol, ici présents, que je remercie pour leur présence et leurs interventions. Alors, on est assez nombreux aujourd'hui à s'être inscrits et merci beaucoup pour cette mobilisation. On le voit depuis très longtemps, un sujet qui intéresse beaucoup les acteurs français, donc on est super contents. Donc je suis, donc, comme je vous disais, accompagnée de Laurent et Jérôme, et aujourd'hui, ensemble, nous allons aborder de façon la plus complète possible cet outil-là, donc le IC, en présentant les appels à projets du Pathfinder, du Transition, de présenter aussi la nouveauté de l'EIC, l'Advanced Innovation Challenge. Donc tout ça sera présenté par Laurent Vol. Et ensuite, Jérôme Billet nous parlera de l'accélérateur et du dispositif STEP Scale Up. Et puis, très rapidement, à la fin, je vous présenterai l'accompagnement que vos pôles de compétitivité pourraient vous proposer sur justement ces dispositifs EIC. Donc, juste avant de donner la parole aux experts, juste les règles. Aujourd'hui, vous avez vu que tous vos micros et vos caméras ont été coupés juste afin de fluidifier le déroulé du webinaire. Ça ne veut pas dire que, bien sûr, on ne saura pas, les experts ne seront pas à votre écoute et nous recevrons bien sûr des questions. Donc, on vous invite à les poser dans le chat tout le long du webinaire. Et puis, on a prévu une session de questions-réponses après chaque intervention. Voilà, où là, si vous le souhaitez, vous pourrez prendre la main sur le micro. J'ouvrirai à nouveau les micros pour cette session. Les présentations, les slides vous seront envoyés par email courant de la semaine prochaine et le replay sera disponible sur la chaîne YouTube de Minalogic. Parce que je n'ai pas précisé, je suis vice-présidente du comité Europe de la FPC, donc les pôles de compétitivité qui se réunissent en groupe de travail sur comment au mieux accompagner les acteurs français vers les projets européens. Et je suis également directrice Europe du pôle Minalogic. Voilà. Mais sans plus tarder, on va surtout du coup laisser la parole à nos experts. Et donc, on est environ ensemble pour 1 heure et demie afin de balayer ces dispositifs et d'échanger si le temps est là, mais on le prendra. Voilà. Jérôme, c'est à toi pour une introduction de l'EIC. Oui. Merci Laure, merci pour l'invitation. Donc effectivement, c'est un webinaire qu'on va faire à deux voix côté points de contact nationaux. On expliquera après l'équipe et puis notre mission. L'idée, c'est de situer l'EIC, European Innovation Council, dans un contexte qui est celui du programme communautaire Horizon Europe. Donc vous voyez bien sur Horizon Europe qui couvre la période 2021-2027, 2027 inclus. C'est un budget de 90 milliards d'euros. Alors il n'y a pas 90 milliards d'euros sur l'EIC. On le voit dans la construction des différents piliers. Alors, il y a 4 piliers. Alors, celui d'en bas, qu'on appelle le pilier couché, une fois qu'il est couché, on ne peut pas forcément appeler ça un pilier. Néanmoins, il est transversal. Donc, le pilier 1, qui relève plutôt de la recherche amont, recherche assez fondamentale. Néanmoins, il peut y avoir des opportunités pour les entreprises
côté notamment Action Marie Curie, avec tout ce qui est mobilité des chercheurs. Et d'ailleurs, il y a une équipe points de contact nationaux qui est à disposition des entreprises sur ces sujets-là. Le pilier 2, c'est celui qui concentre la majorité du budget. Pilier 2, c'est vraiment le sel un peu historique des programmes communautaires. Donc c'est là où on va retrouver le volet projet collaboratif, qui est vraiment au cœur de la mécanique d'Horizon Europe. Et là, on le revoit, il y a différentes thématiques. Alors, c'est traduit par Paul, mais le vrai terme, c'est cluster, donc des thématiques. Je ne vais pas les passer en revue. Sachez que là, c'est uniquement des projets collaboratifs, donc multipartenaires, avec une approche très top-down, c'est-à-dire que la Commission européenne, régulièrement, édite des programmes de travail. Au sein de ces programmes de travail, il y a ce qu'on appelle les topics, donc qui sont des appels à projets, et donc charge à des consortia de se former pour essayer de répondre aux attentes de la Commission européenne sur chacun des topics. Il y a là aussi, sur chaque point qui est évoqué, santé, culture, sécurité civile, etc., il y a nos homologues côté points de contact nationaux au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Espace qui sont à votre disposition si jamais vous souhaitez les consulter ou tout simplement vous interroger sur les opportunités de financement. Et ça passe bien entendu par, dans un premier temps, balayer le programme de travail. Le pilier 3, pardon, c'est ce qui nous concerne, et notamment ce qui est en rouge, qui fait l'objet du webinaire, qui est le Conseil européen de l'innovation. Il y a ici, European Innovation Council, c'est pour Conseil européen de l'innovation. Derrière ce terme un peu barbare de conseil ou de comité ou ce qu'on veut, c'est reste des opportunités de financement, ce sont des mécaniques, ce sont des instruments. Et nous, on s'intéresse bien entendu uniquement à ce qui est en rouge et qui reprend à peu près 10 milliards d'euros sur la période 2021-2027. On est en 2026, donc bien entendu, le budget a été largement entamé. Néanmoins, il reste encore du financement et il reste autant de financement cette année comme 2027 que sur les années antérieures. Là, c'est notre façon de présenter ce que je viens de dire, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais ce qu'il faut retenir de toute évidence sur le pilier 3, donc Europe innovante, c'est vraiment la logique de continuum de soutien de tout ce qui est innovation de rupture. Donc avec l'idée, c'est des projets très risqués. Avec l'idée, s'il y a du risque, il faut que ça soit en regard de gains assez importants, et on parle bien de deep tech. Point très important, je préfère annoncer maintenant, même si on va peut-être le rappeler plusieurs fois, les différents instruments qui sont présentés comme un continuum de financement. Néanmoins, hormis sur transition, je laisserai Laurent le présenter, vous pouvez candidater à chacun des instruments de façon individuelle. Je ne suis pas obligé d'être passé par l'instrument qui couvre des TRL amont de ce que j'ai déjà fait pour pouvoir candidater à notamment le IC Accelerator comme le IC StepScale. Donc, ce Conseil européen de l'innovation, EIC, il y a 5 instruments aujourd'hui. Il y a Pathfinder, Transition, Advanced, qui est une nouveauté, Innovation Challenges. Et ce que vous voyez, ces 3 instruments sont dans le portefeuille de Laurent, qui prendra la parole dans quelques instants. 2 éléments qui permettent de discriminer assez rapidement ces différents dispositifs. Déjà, c'est le niveau de maturité technologique, donc l'échelle TRL. C'est très clair, entre Pathfinder, Transition et les challenges, ce n'est pas le même niveau de maturité technologique attendu en entrée et en sortie de projet. Premier élément de discrimination. Deuxième élément de discrimination, c'est est-ce que ces appels open ou challenge. Donc open, c'est libre, donc il faut être dans le scope de ce qui est attendu. Par contre, je ne peux pas être hors sujet. Et challenge, il faut bien entendu que je m'inscrive dans les enjeux qui sont décrits par la Commission européenne. Et troisième élément de discrimination, c'est est-ce que c'est des projets orientés consortium ou monodéposants, et tout ça va être évoqué. Et là, on n'est que sur du financement en subvention. Le IC Accelerator, IC Step Scale Up, là, c'est dans le giron, dans le portefeuille des points de contact nationaux, IC Accelerator, IC Step Scale Up. Ce qu'il faut retenir là aussi, c'est un autre élément de discrimination, c'est la notion de TRL. Néanmoins, et le gros changement qu'on retrouve dans le IC Accelerator comme le IC Step Scale Up, c'est que c'est des instruments qui sont orientés monobénéficiaires et uniquement PME, start-up, et avec une entorse au règlement sur la notion de PME qui peut aller jusqu'à 500 employés. Pardon. Et l'autre caractère très particulier, en tout cas le IC Accelerator, tout comme le IC StepScale d'ailleurs, le IC Accelerator, ça peut être du mix entre la subvention et l'intervention capitale. Le IC StepScale Up, c'est que la partie intervention capitale. Contrairement à Pathfinder, Transition et Advanced Innovation Challenges, qui intervient, où c'est un financement en subvention. On rentrera dans le détail de chacun des instruments dans quelques instants, puisque Laurent va traiter les 3 instruments qui le concernent, et moi je traiterai les 2 instruments qui me concernent plus directement. Point d'attention, donc là, le webinaire, il restitue les informations, le retour d'expérience à date, c'est-à-dire au 24 avril 2026. Il y a des choses qui changent. Il y a déjà eu un amendement du programme de travail en mars 2026
où là devrait sortir de terre un fonds Scale-up Europe Fund qui est orienté en equity. Ce sera un fonds de 5 milliards d'euros, dont 1 milliard qui proviendrait de l'EIC, plus des acteurs privés. Donc l'idée, c'est d'être capable de soutenir encore plus fortement les scale-up deep tech, c'est-à-dire après le IC Step Scale-up, par exemple. Et il devrait y avoir une deuxième version, donc un deuxième amendement de ce programme de travail. Tout ça, c'est en cours de validation, avec une ouverture sur le sujet de défense, sur les dual use. Il y a bien entendu plein de sujets autour de ça. Et donc, il devrait y avoir une ouverture qui va se faire mi-d'année, avec probablement, par exemple, sur le IC Step Scale-up, au 4e trimestre 2026, un appel à projet orienté défense. Voilà. Donc, tout ça est dans l'attente. On vous tiendra informé, bien entendu. Et puis, de suite, je laisse la parole à Laurent Vol. Merci Jérôme, bonjour à toutes et tous. Le Pathfinder, comme Jérôme l'a indiqué tout à l'heure, là c'est représenté sur cette diapo, c'est un instrument qui est à bas TRL, c'est-à-dire depuis l'idée ou le principe scientifique jusqu'à l'obtention au TRL, donc TRL 1 ou 2, le démarrage, jusqu'à l'obtention d'une preuve de concept, c'est-à-dire une technologie dont je dirais les preuves sont faites au niveau expérimental. Alors, suivante, s'il te plaît. Donc la philosophie du Pathfinder, c'est d'avoir avant tout une vision à long terme, de la technologie que vous allez développer, qui doit être originale et ambitieuse, mais surtout concrète. C'est-à-dire on va mettre ensemble un certain nombre de disciplines scientifiques et techniques différentes, pas forcément provenant uniquement de chercheurs, hein, ça peut être aussi d'entreprises, soit des entreprises de R&D, soit des industriels, hein, de gros industriels. Et l'idée, c'est de répondre à une problématique sociétale qui donc potentiellement a un marché fort ou conséquent en face, et également, d'ailleurs également à des problématiques de souveraineté industrielle. Donc, la philosophie du Pathfinder, c'est de l'interdisciplinarité, c'est la création d'une preuve de concept, donc un prototype en labo, sur la base donc, de cette technologie disruptive qui vient répondre à une problématique sociétale ou de souveraineté industrielle, potentiellement disrupter un marché existant ou je dirais le créer. C'est aussi donc un instrument bas TRL qui permet d'encourager je dirais l'essor de jeunes chercheurs. Pourquoi pas jeunes chercheurs, futurs entrepreneurs, créateurs de spin-off, des PME high-tech, start-up. Et bien sûr, vous le verrez partout dans l'EIC, ça c'est un point de la politique transverse, le fameux pilier couché de l'Europe, c'est d'encourager l'équilibre de genre et notamment des femmes chercheuses ou entrepreneuses ou start-upeuses, on le verra suivant les différents instruments. Dans l'IACI Pathfinder, un élément important aussi de cette preuve de concept se matérialise par de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire ça peut être pas nécessairement le dépôt d'un brevet, mais c'est souvent le cas. Un plan d'exploitation relativement clair, même s'il n'est pas complètement validé, de ce qu'on va faire de ces résultats, comment on va les faire progresser en montée en échelle et ensuite en mise sur le marché. Une analyse réglementaire de la liberté d'exploitation. Est-ce qu'il faut modifier la réglementation existante? Est-ce qu'il faut aller peut-être modifier les pratiques? Et donc, ça veut dire s'entourer d'un advisory board peut-être d'utilisateurs. Hein. Si vous développez par exemple une nouvelle thérapie contre le cancer, il est important d'avoir peut-être les futurs thérapeutes, enfin je dirais les médecins qui vont utiliser cette thérapie, mais aussi les associations de patients liées à cette pathologie pour une acceptation peut-être éthique ou sociétale de la technologie. Donc voilà, tout ceci forme la philosophie de ce qu'on attend dans un IIC Pathfinder. La suivante, s'il te plaît. Alors, il y a deux approches, Jérôme l'a évoqué, qui sont un petit peu, je dirais,
j'oserais dire que dans le Pathfinder, peut-être à l'inverse, mais Jérôme me contredira si ce n'est pas le cas, de l'accélérateur, les approches open et challenge sont un petit peu différentes dans le Pathfinder qu'elles peuvent être sur les autres instruments. Donc open, comme on l'a dit, c'est vous pouvez soumettre n'importe quel sujet. Et on va le voir tout à l'heure un peu plus en détail dans la slide suivante. Et par contre, l'obligation, c'est d'être en consortium de minimum 3 partenaires indépendants de 3 pays différents, avec un membre associé. Ça, c'est les règles classiques d'Horizon Europe, le fameux pilier 2, projet collaboratif que Jérôme a introduit. Dans le Pathfinder Challenge, là, on va répondre à des défis, donc à des appels d'offres qui sont appels à projets, pardon, qui ont une thématique bien particulière. Il y a la possibilité technique, juridique d'y aller seul, en monodéposant, voire en ce qu'on appelle petit consortium, c'est-à-dire à 2 entités de 2 pays différents. Dans la pratique, c'est assez peu le cas. Donc, retenez que généralement, le Pathfinder, on y répond en consortium. Et c'est des projets dont la durée est de 36 à 60 mois pour environ 4 millions d'euros de budget, avec 2 dates limites chaque année, une en mai. Donc là, c'est très proche. Si vous voulez déposer un EIC Pathfinder Open et que vous n'avez pas déjà commencé, je pense que c'est peut-être un peu limite, mais on peut considérer qu'il y en aura un en 2027. Donc le travail n'est pas, notre travail d'aujourd'hui et les réflexions n'est pas perdu. Et en revanche, pour ce qui est des challenges, c'est tous les ans en octobre. La suivante, s'il te plaît. Alors, et même la suivante. Alors, le Pathfinder Open. Donc, comme son nom l'indique, vous pouvez soumettre n'importe quel sujet à partir du moment où vous avez une technologie high risk, high gain, hein, comme on disait, c'est-à-dire risqué, mais avec un gain sociétal, économique, voire de souveraineté industrielle fort et avéré. Justement, la différence avec le challenge, c'est que là, vous n'allez pas être guidé par une thématique, vous allez devoir montrer que votre thématique possède en effet ces caractéristiques de risque, de potentiel d'impact et de disruption. Donc le processus d'évaluation, il est en 2 étapes, mais qui sont un peu, je dirais, masquées pour vous déposants, puisque vous soumettez une proposition. Celle-ci va être évaluée par 3 experts évaluateurs. Alors j'ai mis 3 plus, mais aujourd'hui c'est plutôt 3 que 4, ça fut 4. Et qui va noter votre proposition en fonction des critères qu'on va voir juste après. Et la note que vous allez obtenir à l'issue de ça est la moyenne des notes des 3 évaluateurs. Ensuite, si vous passez un seuil minimum de qualité, qu'on va voir dans la slide suivante, vous êtes ensuite votre proposition repasse auprès d'un comité d'évaluation qui est constitué d'experts différents des premiers et qui va finaliser, enfin reprendre les évaluations, voir s'ils sont d'accord avec les évaluations. Si parfois il y a divergence entre les évaluateurs, ben, voir si ces divergences sont fondées, c'est-à-dire celui qui peut-être va émettre un avis différent et qu'il est seul face aux 2 autres, est-ce que c'est peut-être lui qui est plus expert que les 2 autres et qui a raison d'avoir souligné certains points ou pas, et in fine, donc les propositions vont être classées et donc on va prendre depuis la première jusqu'à arriver au budget prévu pour l'appel à projet. La suivante, s'il te plaît. Donc voilà, les 3 critères d'évaluation, c'est les grands critères qu'on retrouve dans Horizon Europe. Pour ceux qui connaissent le pilier 2, c'est un peu pareil. La différence, ça va être peut-être sur la notation. Donc l'excellence. L'excellence, c'est en quoi vous avez une vision à long terme et radicalement nouvelle autour de votre technologie. En quoi votre technologie est disruptive, originale, avec des applications concrètes. En quoi elle est high risk, high gain. Et aussi, très important, le caractère interdisciplinaire, d'où le côté collaboratif, des expertises amenées dans le projet par les différents participants. Donc cette excellence, il faut que vous ayez minimum 4 sur 5 pour pouvoir passer ce qu'on appelle le seuil d'éligibilité. Ensuite, l'impact. Donc un impact à long terme. L'impact à long terme, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelles sont les capacités de la technologie que je vais développer à transformer la société, à créer un marché, à répondre à des enjeux de souveraineté, de développement durable aussi. Le Green Deal fait encore partie je dirais, des priorités politiques d'Horizon Europe, etc. Le potentiel d'innovation, c'est-à-dire en quoi vous allez pouvoir générer peut-être comment dirais-je, des titres de propriété intellectuelle ou qui vont pouvoir faire l'objet d'une exploitation, d'un transfert de technologie.
ce qu'on appelle l'empowerment, c'est la capacité peut-être à de jeunes chercheurs de s'emparer des résultats pour aller soit développer d'autres résultats connexes, soit créer une start-up par exemple, et donc traduire la recherche en innovation. Et puis bien entendu, l'impact, c'est aussi la capacité à montrer que votre projet, c'est des financements avec des fonds publics, je dirais, a un impact pour le public, a aussi une capacité à aller, ça c'est la partie communication, la partie dissémination et exploitation, c'est une capacité à générer du transfert de technologie. Et bien sûr, toujours le troisième critère qui est la qualité de mise en œuvre, à la fois la cohérence du plan de travail, je dirais de l'allocation des ressources entre les partenaires, la qualité de ce consortium de partenaires, ne pas avoir de partenaires, je dirais, fantômes ou juste pour donner l'impression d'eux, mais qui n'ont pas un rôle pertinent. Et donc vous voyez que ces notes sont pondérées avec l'excellence qui compte pour 50% de la note, c'était 60 jusqu'à cette année et 30 et 20 pour les deux autres. Alors, il faut savoir que les appels à projets de l'EIC, tous, sont très compétitifs. Le Pathfinder Open peut-être un peu plus que les autres parce que du fait qu'il est open et que c'est un des rares appels complètement ouverts dans Horizon Europe, il génère beaucoup d'intérêt. Et donc on a environ 45 projets retenus par an. Vous voyez qu'en 2025, il y a eu 2000 projets soumis. Alors tous ne sont pas, en toute honnêteté, là c'est le PCN qui vous parle, s'ils étaient passés par un filtre d'échange avec un PCN, tous ne méritaient pas d'être déposés dans le Pathfinder. Donc en fait, ces résultats sont un peu biaisés par le fait qu'il y a quand même beaucoup de projets qui ne devraient pas s'y trouver. Mais malgré tout, ça reste très sélectif. Voilà, donc le reste, je crois que je l'ai un peu dit tout à l'heure, hein, dans les moyennes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à peu près 25% des projets Pathfinder Open ont... non, c'est parce que excusez-moi, je recommence. Dans tous les projets Pathfinder Open, il y a à peu près 25% d'entreprises. Donc, on va dire qu'on a à peu près 75% des partenaires qui sont plutôt des académiques ou des centres de recherche et 25% des entreprises. Et en ce qui concerne la participation française, on est plutôt à 33% d'entreprises. Voilà. Slide suivante, s'il te plaît. Voilà, alors quelques noms. Voilà, vous voyez, alors je vous ai mis en haut plutôt des PME, en bas plutôt des centres de recherche et à droite des universitaires ou des académiques. Donc vous voyez qu'on a, bien sûr, on retrouve le CNRS, le CEA, des grands industriels comme Thales, plusieurs universités, mais on retrouve aussi un certain nombre d'industriels et de start-up, dont certaines que vous allez retrouver sur les trois instruments. Donc qui savent bien exploiter les différentes opportunités de l'EIC. Slide suivante, s'il te plaît. Alors, il y en a une qui a dû sauter, non? Sinon, c'est pas grave, je vais m'adapter. C'est pas grave, je vais m'adapter. Alors, Pathfinder Challenge. Alors, sur le Pathfinder Challenges, la différence, donc la philosophie reste la même. La différence, c'est que vous allez avoir ce qu'on appelle des programmes managers, qui sont donc des personnes qui sont embauchées pour une durée de 3 ans par l'EIC, enfin l'agence exécutive de la Commission européenne qui gère l'EIC. Et ce sont généralement des gens qui ont un parcours à la fois d'entrepreneurs et de chercheurs dans des domaines thématiques qui leur sont propres, on verra tout à l'heure lesquels, et qui vont créer des feuilles de route technologiques, donc sous forme d'appels à projets ou de défis. Donc il y en a entre 3 et 4 chaque année, et qui vont ensuite donc se constituer un portfolio de projets autour de ces défis, qui vont pouvoir de manière complémentaire entre eux, ces projets, constituer des technologies, l'aboutissement étant le TRL 4, qui vont ensuite permettre des transferts de technologies avec un fort potentiel d'impact et de création de valeur autour de la création soit de start-up, de spin-off ou l'adoption par des industriels. Slide suivante, s'il te plaît. Oui, alors simplement dire que ces portfolios de projets, au sein du Pathfinder Challenge, on va vous demander, au-delà de développer une technologie qui répond au cahier des charges du guide du challenge, et on va voir les exemples avec les challenges de 2026, il vous est demandé aussi d'avoir un work package dédié
à la coopération interprojet, et ce qui permet des croisements, peut-être, si ce n'est de technologies, de façon de répondre à un même défi technologique avec différentes solutions, ou par exemple si on s'attaque à des pathologies anti-cancer, ben, c'est d'aller voir comment ça peut se passer sur différents types de cancers, etc. Et slide suivante. Alors voilà, vous avez ici les 10 programmes managers actuels, et les 3 d'en bas sont ceux qui ont généré cette année des appels pour le Pathfinder Challenges. Donc un appel sur les matériaux avancés pour des systèmes de collecte d'énergie, hein. Donc vous voyez que c'est quand même, on est sur des thèmes assez disruptifs. Une deuxième thématique sur la biotechnologie pour, je dirais, le vieillissement en bonne santé. Et enfin, un dernier challenge sur, je dirais, ce qu'on appelle le deep reasoning, hein, donc pour des systèmes d'IA cognitive, donc un peu l'IA de demain. Slide suivante, s'il te plaît. Bon, je passe rapidement. Les critères d'évaluation sont les mêmes que pour le Pathfinder Open. Simplement, bien entendu, en haut à gauche, vous voyez que là, c'est pas la vision à long terme de manière large qu'on vous demande, parce que la vision à long terme, elle a déjà été un peu vue dans le guide du challenge, mais c'est plutôt en quoi vous répondez au challenge qui a été identifié. Alors, slide suivante. Le processus d'évaluation a une étape de plus que pour le Pathfinder Open, et qui est parfois une étape qui est mal comprise par les déposants, puisque une fois que le comité d'évaluation, donc la deuxième étape, on va dire, a noté les propositions, ensuite, on va prendre en compte ce qu'on appelle les considérations de portfolio, c'est-à-dire à s'assurer que dans le guide des challenges, vous allez avoir, par exemple, si je reprends mon exemple des thérapies anti-cancer, vous allez avoir, on va vous demander dans le Biotechnology for Healthy Aging d'adresser peut-être un seul type de cancer parmi 5, un seul type alors c'est pas forcément le bon exemple parce que le Biotechnology for Healthy Aging ne parle pas de cancer, mais je reprends mon exemple malgré tout, un seul type de thérapie et un seul type de moyens d'application, on va dire. Et donc, les considérations de portfolio, on va s'assurer de se créer à la fin un portfolio hétérogène, c'est-à-dire qui va adresser peut-être plusieurs pathologies, plusieurs moyens de les adresser et avec plusieurs méthodes. Et ce qui veut dire que ce n'est pas forcément la meilleure note qui va l'emporter, mais vraiment celui qui va être un peu original. Slide suivante. Voilà, alors là, je passe rapidement pour pas qu'on perde trop de temps. Donc, vous voyez que cette année, le premier challenge, il s'agit de développer des matériaux avancés de rupture pour des systèmes de récupération d'énergie miniaturisés. Et les applications potentielles, c'est des capteurs intelligents autonomes, des dispositifs médicaux miniaturisés ou des infrastructures utilisées dans Smart City, c'est-à-dire qui permettent d'avoir des capteurs quasiment autonomes en énergie. Et donc réduire la dépendance aux batteries conventionnelles. Deuxième défi, enfin slide suivante, pardon. Voilà, là c'est le deuxième défi qui est donc sur la biotechnologie for healthy aging, c'est de développer soit des solutions biotech ou pharmaceutiques qui peuvent prévenir, retarder, voire inverser des pathologies ou des maladies liées à l'âge, afin d'avoir une longévité plus saine. Donc là aussi, on va avoir des biotech qui interviennent sur le processus biologique du vieillissement, ou des approches de profilage moléculaire, ou des solutions qui réduisent l'impact de ces pathologies, etc. Alors, slide suivante. Voilà, et là vous voyez un exemple de ce que peut être les considérations de portfolio sur ce challenge. Vous voyez que vous devez développer un POC dans l'un de ces 3 domaines, et l'un des critères d'évaluation, ça va être d'avoir une diversité des types d'interventions, soit prévention, soit retard, soit inversion des effets du vieillissement. Donc vous voyez qu'il y aura 5 projets en tout qui seront retenus de façon à adresser ces 3 sujets, par exemple. Une diversité des biomarqueurs, une diversité des nouvelles approches méthodologiques, etc. Alors,
peut-être vous n'êtes pas spécialisé dans ces domaines-là, mais simplement c'était pour vous illustrer un petit peu comment peut fonctionner ces considérations de portfolio et donc cette troisième étape de sélection dans le Pathfinder Challenges. Rapidement, on va passer sur le challenge suivant. De toute façon, vous aurez les slides. Donc là, il s'agit de faire émerger une nouvelle génération de systèmes d'IA cognitive capables de raisonnement profond, d'abstraction, de planification, etc. Donc on va au-delà de ce qui peut exister. Et ça, c'est un mot important, c'est on va au-delà de l'état de l'art, on est vraiment sur de la deep tech et de la disruption. Slide suivante. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a à peu près dans chaque défi, donc là vous voyez qu'on en a 3 en 2025, on a à peu près 8 propositions retenues sur chacun des 3 défis chaque année, et avec là encore à peu près un quart des participants qui sont des entreprises et un peu plus de coordination de projets par des entreprises, voire même quelques projets individuels monobénéficiaires, mais ça reste quand même anecdotique. Il faut retenir que le Pathfinder, c'est plutôt du collaboratif. Slide suivante, s'il te plaît. Voilà, quelques noms. Hein. Donc, vous voyez apparaître sur le Pathfinder quelques industriels, enfin grands industriels, comme Holcim, Saint-Gobain, par exemple, pour ne pas les citer. Et donc, on est aussi sur des sujets où parfois on va avoir, au-delà des PME, des startups et des grands centres de recherche ou universitaires, aussi un intérêt un peu plus fort de grands groupes. Alors, salle suivante. Alors, le transition, comme son nom l'indique, il va faire la transition entre les TRL bas et les TRL plus hauts. C'est-à-dire que l'idée, c'est de partir de résultats de projets qui sont validés à l'échelle expérimentale et les amener à une échelle de démonstrateurs pré-industriels, donc la montée en échelle. Ceci pour la partie technologique. Alors, slide suivante, s'il te plaît. Et donc combler ce qu'on appelle la vallée de la mort entre, je dirais, l'investissement qui pouvait exister sur l'émergence de résultats de recherche disruptifs et puis l'accélérateur dont vous parlera tout à l'heure Jérôme, c'est-à-dire la croissance de PME ou start-up très innovantes vers le marché. Slide suivant. Voilà, donc c'est à ça que je voulais en venir. Donc le transition, c'est une double, on va dire, on avance de manière parallèle, à la fois la montée en TRL, donc de la technologie, donc c'est de la R&D, monter la R&D du TRL 3 voire 4 au TRL 5 voire 6, et en même temps développer un business plan crédible pour permettre d'amener cette technologie vers le marché. Donc on va maturer à la fois la techno et en même temps je dirais le business model qui va permettre à cette technologie d'arriver vraiment concrètement sur le marché. Donc il s'agit le résultat attendu, c'est une technologie dont l'efficacité est cette fois démontrée dans son environnement d'application et non plus dans son environnement uniquement expérimental, et un modèle commercial qui est validé pour aller, je dirais, être prêt d'aller à l'étape suivante, c'est-à-dire d'aller accélérer vers les marchés éventuellement. Je reviens sur ce que disait tout à l'heure Jérôme. Ces instruments, Pathfinder, Transition et Accélérateur, il vous en parlera, sont pris, même s'ils font partie d'un continuum, vous n'êtes pas obligé d'avoir suivi cet ordre, d'une part, et ni même d'avoir, je dirais, déposé ou être bénéficiaire de l'un pour aller sur l'autre, etc. La seule petite exception, c'est le transition qui lui demande, pour être éligible, que vos résultats de projets à TRL 3-4, donc ayant fait leur preuve expérimentale uniquement, proviennent uniquement de projets qui ont été financés par des programmes européens. Alors bien sûr, le Pathfinder, ou ses ancêtres qu'on appelait sous H2020, FET Open, FET Proactive, etc. Donc bien sûr, ça c'est ce fameux continuum, mais pas uniquement. Vous pouvez également avoir des résultats de projets qui sont issus soit de projets du fameux pilier 2 d'Horizon Europe, pilier 2 et 3 d'Horizon 1.20 qui étaient un peu leur pendant, à condition qu'ils soient au bon niveau de TRL, qu'ils soient au niveau de TRL 4, de certaines actions du Fonds européen de défense. On rejoint ce que Jérôme disait tout à l'heure sur cette connotation un peu dual use qui prend forme dans le IC,
ou également là on est plus sur de la recherche fondamentale type ERC, ce qu'on appelle le ERC Proof of Concept. Là, je dirais le point commun de tous ces résultats éligibles, c'est qu'ils doivent être au bon niveau de TRL et, slide suivante, et également pas trop anciens et pas trop nouveaux. Ça veut dire quoi, pas trop anciens, pas trop nouveaux? Ça veut dire qu'il faut que ces projets aient été quelque part, n'aient pas plus que 18 mois enfin, qu'ils aient démarré depuis au moins 18 mois pour qu'il y ait quelque part déjà quelques résultats tangibles, et si c'est des projets, si ces résultats émanent de projets terminés, il ne faut pas que ces projets soient trop anciens pour qu'on considère que s'ils n'ont pas été exploités depuis plus de 24 mois, c'est qu'ils ne sont plus si disruptifs que ça, ou ils n'ont pas un potentiel d'exploitation si fort que ça. Tout au moins, c'est la considération que la Commission européenne prend en compte pour faire un premier filtrage. Si vous êtes lauréat d'un projet dans cette liste et que vous voulez en maturer les résultats, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, eh bien, vous pouvez aller chercher dans les résultats de projets disponibles sur les différents instruments de la Commission, tels que Cordis ou Horizon Result Platform ou autres, des résultats prêts à être, je dirais, portés à maturation, et donc rentrer en contact avec les porteurs de ces résultats, enfin les bénéficiaires de ces résultats, pour voir si vous pouvez, soit avec eux, soit seuls, bénéficier je dirais, d'un droit d'exploitation total ou partiel de ces résultats en vue de monter un projet de transition. Et dans les faits, on s'aperçoit que, alors je n'ai pas les chiffres exacts parce qu'on n'a pas les statistiques, mais on s'aperçoit qu'il y a quand même voilà, un grand nombre de déposants qui vont porter à maturation des résultats dont ils ne sont pas eux-mêmes les propriétaires à l'origine. Voilà, donc ça c'est cette slide qui illustre le propos que je viens d'avoir. Vous pouvez identifier un projet, contacter le propriétaire de la propriété intellectuelle et le coordinateur, voir s'il y a un alignement des intérêts, discuter un accord de coopération, et ensuite ça vous ouvre l'éligibilité à la proposition. Slide suivante, s'il te plaît. Donc l'EIC Transition, comme le Pathfinder, Jérôme l'avait dit, c'est de la subvention à 100%, taux de financement à 100%, et sur une transition, on est sur une limite de 2,5 millions, avec une durée de projet qui est plus courte, de 12 à 36 mois. Et tous les ans, vous avez un dépôt en septembre. Alors là, par contre, on commence à se rapprocher un peu de l'effet monobénéficiaire de l'accélérateur dont Jérôme vous parlait. Le transition, on peut y répondre soit en consortium, mais consortium malgré tout de maximum 5 partenaires. Alors, consortium transnational, hein, avec des organisations issues de 3 pays différents, soit ce qu'on appelle un mini ou petit consortium où là on n'est que de 2 pays, soit en monodéposant. Et, slide suivante s'il te plaît. Oui, enfin bon, c'est pas grave. On s'aperçoit dans les faits que, enfin je verrai dans la salle après, mais on va commenter celle-ci. On s'aperçoit dans les faits qu'en France, on a quasiment la moitié, voire plus, des déposants, mais des bénéficiaires de l'EIC Transition qui sont souvent des startups ou spin-off issus de centres de recherche ou académiques qui y vont en mono-bénéficiaires. Alors, le processus d'évaluation du transition, lui, il diffère un petit peu du précédent, puisque vous avez toujours cette évaluation par des experts indépendants qui vont vous classer et noter les projets. Et ensuite, les projets les mieux notés, jusqu'à atteindre 2,2 fois le budget de l'appel à projet, vont être invités à un oral. Et c'est là en ça qu'on commence à se rapprocher de similitudes avec l'instrument dont Jérôme parlera. Et là, vous avez donc un entretien avec un jury pour valider que, votre technologie est bien disruptive et que vous avez la bonne méthodologie pour la monter en échelle. 2, que vous avez une équipe et une ébauche de business plan crédible pour amener ces résultats vers le marché ensuite. Slide suivante.
Voilà, donc une interview qui se déroule à distance avec un jury composé de 4 à 6 membres et éventuellement d'un programme manager si la thématique, alors les thématiques sont ouvertes dans le transition, il n'y a pas cette notion de open et challenge, mais si votre thématique se rapproche d'un des domaines d'un programme manager, il peut être là comme observateur et décider de vous inclure plus ou moins dans un portfolio de projets également. Et le consortium, enfin le projet, vous, en tant que déposant, vous pouvez amener jusqu'à 5 représentants pour aller défendre votre projet. Donc voilà, l'interview dure 45 minutes, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous aurez. Alors, point très important, c'est celui qui est tout en bas. Les évaluateurs, je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé de l'importance de la propriété intellectuelle. Les évaluateurs ont accès à un rapport qui a été fait par l'Office européen des brevets sur la force, entre guillemets, des brevets que vous utilisez. C'est-à-dire, est-ce que ces brevets sont beaucoup antériorisés par d'autres connexes ou pas, etc. Donc ça, c'est un point, l'aspect de valorisation du portefeuille propriété intellectuelle est un point très important à soigner dans le transition. Rapidement, la suivante. Donc, les critères d'évaluation, on retrouve les fameux excellence, impact, mise en œuvre, avec une pondération équivalente. Et là, toujours, les aspects de rupture technologique et de nouveauté, de disruption, la crédibilité du développement, de la faisabilité du développement technologique et commercial, la méthodologie utilisée, toujours les aspects d'avantages économiques et sociétaux auxquels on répond, et ce qu'on appelle aussi la préparation à l'investissement et stratégie vers le marché. Et puis, bien entendu, on va retrouver l'équilibre, la qualité de l'équipe. Alors, si vous êtes en monobénéficiaire, c'est la qualité de l'équipe de la startup, quoi. On rejoint en ça ce que Jérôme pourra vous dire sur l'accélérateur un petit peu. Étape suivante, voilà. Bon, je passe celle-ci parce que c'est ce qui va être plus précisément regardé sur la partie orale, mais vous aurez l'occasion de le regarder. Donc, vous avez environ 40 projets qui sont retenus chaque année. C'est un instrument qui est de plus en plus populaire puisque connu. Donc, on a jusqu'à 600 propositions déposées en 2025. On s'aperçoit qu'on a à peu près, voilà, comme je vous disais, 50% de déposants entreprises seuls. Et en France, on s'aperçoit que dans les lauréats, on a 87% qui sont enfin en tout cas l'année dernière, 87% des lauréats ont été des startups ou PME seuls. Voilà. Slide suivante. Et vous voyez, là, vous allez retrouver quelques-uns des lauréats. Donc, on va retrouver aussi parfois dans les projets collaboratifs. Ah oui, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que vous pouvez y aller en monodéposant que si vous êtes soit un centre technique, un académique ou une PME. Si vous êtes une grande entreprise, vous ne pouvez pas. Mais on va retrouver, vous voyez, un certain nombre de noms que vous avez pu déjà voir sur le Pathfinder, que vous verrez peut-être pour certains, je crois, Jérôme, sur l'accélérateur aussi. Donc, vous avez quelques entreprises qui savent bien utiliser à différentes étapes de leur développement les 3 instruments et pas forcément dans l'ordre auquel on pourrait penser. Slide suivante, s'il te plaît. Voilà, donc j'en ai terminé. Alors, je ne sais pas si on est un peu en retard ou pas. On va prendre des questions quand même. Oui, oui, voilà. on l'avait dit. Merci beaucoup, Laurent. Il y a effectivement quelques questions. D'abord, quelqu'un qui demande, s'il te plaît, si tu peux revenir sur la slide 12 qui était la candidature au Pathfinder Open. Ouais. Alors, juste repréciser. Ouais. La 12, celle d'avant. Celle d'avant, ouais. Pardon. Alors, attends. J'ai pas la même 12 que vous. Mais il y a une slide qui a sauté, je pense. La 11 et la 12, justement, elle n'y est pas. Ah, celle y était tout à l'heure. C'est celle où il y a les... Alors. C'est celle où il y a juste où les petites icônes ont disparu d'ailleurs. C'est sur la philosophie du Pathfinder, je pense. Je sais pas quelle était la question. Si le monsieur qui a des questions sur la slide 12, il veuille bien soit lever la main, comme ça je lui donne le micro. Sinon, on va passer aux autres questions, parce que c'est vrai qu'on n'est pas très en avance. Connaît-on déjà, Laurent, le calendrier des prochains calls EIC Pathfinder? Alors,
Open et Euh, challenge. alors, Et on peut notamment aussi les thématiques des Pathfinder, des challenges en 2027. alors, ce que je vais vous dire aujourd'hui est à prendre avec des pincettes. Je sais qu'on est enregistré, mais voilà. Il est question. Alors, pour le Pathfinder Open, on ne sait pas, a priori au mois de mai 2027, mais il est question. Et quand je dis il est question, c'est absolument pas tranché. Il est question pour réduire un peu je dirais, ce gap entre le nombre de dépôts et le nombre de reçus, de transformer le Pathfinder Open en un processus en 2 étapes. Quand je dis 2 étapes, ce n'est pas 2 étapes d'évaluation, mais 2 étapes de dépôt, c'est-à-dire un pré-dépôt et ensuite un vrai dépôt. Mais c'est en discussion, c'est absolument pas sûr pour l'instant. Donc, a priori, on sait qu'il y aura un Pathfinder Open en 2027, a priori qui devrait avoir un budget sensiblement équivalent à celui de 2026, mais voilà, on ne sait pas. Les challenges, pour l'instant, on n'a pas du tout d'informations sur les challenges qui seront retenus en 2027. Donc, je peux pas vous répondre. A priori, donc, c'est plutôt en octobre 2027. Il n'y en aurait que 3, comme cette année. Ok, d'accord. Sachant qu'il y a des discussions, alors je ne vous le cache pas, mais là encore, c'est des discussions sur privilégier peut-être l'approche open à l'approche challenge du fait de cette un peu ultra concurrence et budget qui reste contraint en fin de programme cadre. Mais c'est absolument pas tranché. Très bien, merci. Est-ce que le budget du projet présenté doit obligatoirement être égal au montant de la subvention, vu qu'on est sur du 100%, ou est-ce qu'on peut présenter par exemple un budget à 3 millions, notamment pour la transition, mais ne demander que 2,5 millions de subvention? Non, en fait, le financement est à 100%, 100%. donc vous demandez 2,5 millions. Si par contre vous avez besoin de 3 millions, bah, vous les sortez de l'enveloppe du projet demandé et vous les mettez par ailleurs, je dirais, dans ce qui est votre projet à vous, mais vous les sortez de l'enveloppe de ce que vous demandez en financement. Peut-être aussi un point pour s'il y a des gens qui sont un peu experts parmi les participants, sachez que tous les instruments de l'EIC sont aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent pour le Pathfinder Open notamment, dans un format de budget, enfin de montage de budget en somme forfaitaire qu'on appelle lump sum. C'est-à-dire que vous constituez vous créez, vous montez votre projet et en évaluant le coût selon toutes les catégories de coûts classiques d'Horizon Europe chacun de vos work packages. Et une fois que votre projet est accepté, ben ça crée pour chaque work package une somme forfaitaire. Et selon que le work package est fait ou pas fait, ben vous avez Hmm. validation ou pas de cette somme. Voilà. Mais vous n'avez Eh plus ben, à justifier chaque coût de manière détaillée. c'est une excellente transition, Laurent, pour la prochaine question qui est sûrement posée par une experte qui, elle demande justement sur ce management en lump sum, enfin de la subvention. Est-ce que tu recommanderais de diviser les work packages transversaux durant toute la durée du projet? Alors, c'est un peu technique comme question, mais je vois ce qu'elle veut dire. Je ne vais pas Oui, prendre trop de et temps. le nombre maximum de Le work work package. packages Alors, qui est recommandé. il y a 2 écoles. Généralement, nous, on conseille de ne pas trop subdiviser les work packages, mais c'est pas impossible. En général, un projet Pathfinder, c'est 6, 7, 8, allez, peut-être 9 work packages, mais pas plus, quoi. Et encore 9, ça commence à être beaucoup pour la lisibilité. Et nous, ce que l'on dit souvent, ce qu'on conseille, c'est que vous avez un préfinancement qui est quand même très important et que vous subdivisez, par exemple, le work package project management en 3 work packages parce que vous avez 3 périodes de reporting. Je fais simple. Euh, ça se peut-être que ça se justifie pas parce que ce que vous allez finalement le préfinancement que vous allez avoir va être relativement important et ça se justifie pas forcément. Donc il y a 2 écoles, c'est pas impossible, mais il faut que ça reste cohérent. C'est le maître mot. S'il y en a un qu'il faut que vous reteniez, c'est que dans le montage de votre projet, tout ce que vous allez dire, raconter et fabriquer, ça doit être cohérent. Très bien, merci. Quel montant reste-t-il par type de programme?
comme on est en fin de programmation, En fait, est-ce que... c'est pas, il n'y a pas un montant par type de programme, c'est Oui. qu'il y a un budget annuel qui a été subdivisé, alors sauf les 3 premières années où il y avait du React-EU qui venait abonder en plus, mais c'est les fameux 10 milliards dont a parlé Jérôme qui ont été subdivisés à modulo quelques petits. Bon, Jérôme en parlera pour la partie accélérateur et step, scale-up, des petites parties qui ont été ramenées d'autres programmes. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour 2027, il y aura légèrement moins, a priori, que pour 2026 sur l'ensemble du programme de tous les instruments. Mais voilà, on tourne entre 1400 millions et 1300 millions, quoi. Voilà. Très bien. Et la deuxième Donc, partie de la question... Ah oui, vas-y, je te laisse non, non, terminer, non, pardon. non, 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 c'est Mais ça. c'est OK. La question de Monsieur Fournier, alors c'est pas parce que le programme finit fin 2027 que l'éligibilité des coûts ne peut pas aller au-delà 2027. Donc bien Ah oui, bien sûr, entendu, bien sûr. Si vous voilà, déposez sur un un Pathfinder projet, là, le 12 mai, vous voilà. allez avoir les résultats en octobre, le temps que vous négociez avec la commission, mettons que vous démarrez en janvier 2027. Et si vous faites un projet de 5 ans, il va durer jusqu'en décembre 2031 ou Et 32, pareil, si si je vous compte. Voilà. déposez en 2027, bien sûr que le Voilà, projet peut courir 5 ans bien au-delà de sûr, la période de 2027. C'est bien vraiment sûr. la disponibilité des fonds européens au moment de l'ouverture de l'appel qui est très bien. Merci Laurent. Alors j'ai peut-être une dernière question. Euh, Alors concrètement, si nous ne sommes plus éligibles à l'EIC Transition, les résultats du projet antécédent datent de plus de 24 mois. Ok, j'ai vu la Aucun autre question. instrument de l'EIC ne nous permet de passer ce gap TRL 4-5. Alors, oui et non. C'est-à-dire que, alors j'allais dire que non. Mais vous pouvez aller rechercher des résultats connexes éligibles auprès justement via les instruments Cordis, Horizon Result Platform ou autres. Vous pouvez nous recontacter pour ça. Qui eux sont éligibles et voir avec les propriétaires de ces résultats s'ils sont OK pour travailler avec vous ou vous octroyer, je dirais, un droit partiel d'exploitation pour vos objectifs de ces résultats. Mais sinon, il n'y a pas d'autres instruments. Alors, si, il y a un instrument, mais j'en ai pas parlé parce que peut-être qu'on a été un peu long, qui est le Advanced Innovation Challenges. Je vous l'aurai dans les slides, mais je pense, Laure, sauf si tu y tiens, je ne vais pas trop en parler parce que déjà le call est passé, donc c'est trop tard. Oui, Les informations qu'on a, c'est que pour l'instant, en 2027, la seule ouverture qui sera sur cet instrument, c'est pour la phase 2 des projets qui ont été déposés en phase 1 en 2026, puisque c'est un instrument en 2 phases. Et qu'on ne sait pas s'il y aura des nouveaux appels pour des projets entièrement nouveaux en 2027. Donc je ne vais peut-être pas en parler. La seule chose qu'il faut que vous peut-être que je peux dire sur ce nouvel instrument Advanced Innovation Challenges, c'est que c'est un pilote de ce qui va certainement être une des parties importantes des BAT TRL du futur EIC dans le FP10, donc la suite d'Horizon Europe au-delà de 2028, et que ce sont donc c'est un peu sous le modèle des ARPA américaines, c'est-à-dire c'est des thématiques qui sont tirées par l'industrie pour permettre de monter des résultats TRL4 vers le TRL 6-7. En gros, c'est ce qu'il faut retenir et que ça va peut-être être un des nouveaux instruments de l'EIC au-delà de 2027. ok. Allez, quelques rapides questions, Laurent. La réponse rapide aussi, s'il te plaît. Est-ce que les partenaires du consortium peuvent être de pays africains? Alors, les pays africains font partie des pays qui ont un accord particulier avec l'Union européenne dans Horizon Europe et peuvent bénéficier d'un financement au titre de coopération avec les pays tiers émergents. Et donc, oui. Ok. Et est-ce qu'un seul même partenaire peut être dans deux propositions sur deux challenges différents? Oui. Très bien, merci. À condition que vous Deux montriez que c'est thématiques, deux crédible, challenges. que c'est crédible par rapport, enfin, genre si c'est deux fois le même chercheur, il faut pouvoir montrer qu'il aura le temps de mener les deux, quoi. Très bien. Pour l'interview, le jury de l'EIC Transition, recommandez-vous la participation des chargés de valorisation qui auront participé à la rédaction de la proposition?
Non, unique. Déjà c'est pas recommandé parce que c'est impossible, enfin, sauf s'ils sont partie prenante du projet, parce que ne peuvent être présents au jury que des gens qui sont nommément impliqués dans le projet. C'est clair. Merci. Pour revenir sur les lump sum, doit-on synchroniser les durées des work packages avec celles des périodes? Si ce n'est pas le cas, comment justifier un pourcentage de réalisation d'un work package à la fin d'une On peut période? pas. Soit on le synchronise, mais il ne faut pas que ça soit trop artificiel et que ça démultiplie, c'est ce que je disais tout à l'heure, les work packages, parce que ça rend la programmation, enfin le programme de travail flou. Soit on le fait pas, et donc on part du principe que le work package, s'il dure sur toute la durée du projet, bah, il ne sera payé qu'à la fin. Mais là encore, souvent, il y a une avance qui est assez confortable. Hmm. Très bien, ben merci beaucoup Laurent. Voilà. Hop. Et donc, je vais passer la On... parole à Jérôme. Alors, peut-être vous aurez aussi Allez, les Jérôme. slides qui vous présentent notre. Si tu avances rapidement avant de passer la parole à Jérôme. Voilà. Donc, ça, vous aurez les slides, mais je ne vais pas le présenter parce que ça va pas vous intéresser. Enfin, c'est un peu bloqué. Et voilà. Donc, ça, c'est l'équipe du PCN. N'hésitez pas à nous solliciter. Quand vous nous sollicitez, utilisez toujours de préférence l'adresse générique qui est affichée à l'écran parce que voilà, le premier d'entre nous qui est disponible pourra répondre. Si vous écrivez à un seul de nous, ben, pour peu qu'il ne soit pas forcément immédiatement disponible, ça peut prendre plus de temps. Et slide suivante, on fait aussi de l'entraînement, du coaching des coordinateurs Pathfinder Open, notamment ceux qui redéposent, parce qu'on ne réussit pas toujours de la première fois, et de l'entraînement aux euros à blanc pour le transition. Et bien sûr, on est à disposition pour répondre à toutes vos questions de positionnement, à l'analyse de votre évaluation, si vous avez eu un projet précédent, etc. Voilà. Et je passe Merci la Laurent. parole à Jérôme. Jérôme, Merci. c'est à toi. Merci. Alors, je prends effectivement la suite. Donc, le IC Accelerator, donc pour rappel, on est sur des niveaux de maturité technologique qui sont plus élevés, puisque c'est à partir de TRL 6, mais je mettrai une astérisque d'entrée de jeu, puisqu'il y a une anomalie dans le système sur une des thématiques. Donc, TRL 6 jusqu'à TRL 9. Le financement peut être de type subvention uniquement, peut être de type equity, et a été conçu très majoritairement autour d'une notion de blended, c'est-à-dire un mix entre de la subvention, qui peut aller jusqu'à 2,5 millions d'euros, et une intervention au capital qui peut être de 1 à 10 millions d'euros. Alors le 1 est en vert parce qu'il y a une modification de 2026. Avant, on pouvait descendre un peu plus bas, mais on est 1 à 10. Très honnêtement, en règle générale, les candidats ils vont plutôt pour des tickets relativement élevés, donc c'est rare de demander seulement 1 million d'euros sur la partie investissement. Surtout que, je crois que c'est dit un peu après, mais je le dis dès maintenant, la partie investissement qui se fait au travers d'un fonds spécifique qui s'appelle le fonds EIC a vocation à ne jamais intervenir comme leader du tour de table. Donc, ce qui veut dire qu'il faut impérativement trouver un lead du tour de table, ce qui ne sera pas le cas du fonds EIC. Donc, quand vous demandez par exemple 10 millions d'euros à l'EIC Fund dans le cadre de votre candidature à l'EIC Accelerator, ça veut dire quoi? C'est qu'a priori, vous êtes sur un tour de table à minima de 20 millions d'euros. Ça, c'est un point à retenir. Financement, et c'est valable aussi pour les instruments qui ont été présentés par Laurent, ce sont des subventions qui ne sont pas conditionnées à hauteur des fonds propres. C'est-à-dire que si vous faites le parallèle avec les financements nationaux, la règle des 1 pour 1, elle prévaut quel que soit l'opérateur au niveau national. Au niveau des financements européens, ce n'est pas exigé, il n'y a pas cette condition-là. Et en plus de cette notion de financement, qui est loin d'être anodine, puisqu'il n'y a pas forcément l'équivalent au niveau national, il y a également des services d'accompagnement, donc c'est-à-dire que les lauréats l'EIC Accelerator sont embarqués sur des salons, ont accès à des réseaux d'investisseurs, sont également en contact avec des grands donneurs d'ordre, donc il y a des mises en relation qui sont organisées comme ça par la Commission européenne, et puis également accès à du coaching. En termes de budget, donc c'est plus de 600 millions d'euros qui sont prévus sur 2026. On a l'open, donc je ne peux pas être hors sujet, je peux être en dehors du scope en typologie de candidat ou niveau de maturité technologique, mais je ne peux pas être hors sujet. Et ensuite, vous avez des challenges. Je ne rentrerai pas dans le détail des challenges. Sachez qu'il existe de la documentation, des documents spécifiques sur chacun des challenges. Je mets juste un temps d'arrêt, mais très court. Je vous ai parlé de TRL6, qui est le minimum pour pouvoir candidater à l'EIC Accelerator, sauf sur le challenge qui concerne la fusion. Donc là, il y a de la souplesse qui est indiquée dans le programme de travail. Donc à partir de TRL4, il peut y avoir des candidatures. Mais sur le reste, on est impérativement à partir de TRL6. Et d'ailleurs, on va le voir, hein, TRL6 est le minimum, ce qui veut dire que vous pouvez candidater, bien entendu, à un temps TRL7. Alors, en termes d'éligibilité, là, c'est orienté start-up,
très majoritairement start-up, et il y a quelques grosses PME, mais c'est très très rare. Il y a une entorse au règlement par rapport à la définition européenne de PME, puisque sur les différents indicateurs, normalement, c'est jusqu'à 249 salariés, et là, c'est jusqu'à 500 salariés potentiellement. TRL6, je l'ai déjà évoqué, donc ça veut dire qu'il faut démontrer que tous les objectifs du TRL5 ont déjà été validés à minima. Point important, même si plus on s'approche de la fin d'Horizon Europe, moins c'est important, mais il est important de le rappeler, nombre limite de candidatures, c'est qu'après 3 rejets, quelle que soit l'étape depuis 2024, puisqu'il y a eu un reset des compteurs depuis 2024, il est impossible de recandidater. Donc nous, ce qu'on conseille toujours, c'est de s'assurer que est-ce que c'est le bon moment pour moi de candidater. En gros, il ne faut pas se dire, tiens, je vais candidater pour voir. Non, parce que derrière, ça vous limite le nombre de candidatures. Vigilance sur l'éligibilité. Il est possible, lorsqu'une entreprise qui a été introduite en bourse, de candidater. Néanmoins, dans les faits, ce n'est pas si simple que ça d'être lauréat. Il y a également un volet où il y a sur tout ce qui est sécurité économique, où la Commission européenne va regarder de plus près l'appartenance capitalistique, notamment quand c'est détenu par des organisations étrangères ou en tout cas dans la table de capitalisation. Et également pour les holdings, si vous êtes une entreprise française, très très française, mais vous êtes passé par un accélérateur type Y Combinator aux US, ça veut dire que Y Combinator vous exige d'avoir une holding, la holding de la société aux États-Unis, et ben, l'EIC Fund ne pourra pas investir dans la société puisque ça l'obligerait à investir dans la holding. Donc voilà, c'est des éléments à prendre en considération sur le volet éligibilité, puisque au-delà de start-up, de PME et de deep tech, il y a également différents critères et bien entendu une notion de TRL que je viens d'évoquer. Il y a quelques faisceaux d'indices qui permettent de se dire je suis dans les canons de beauté attendus à l'EIC Accelerator. Je peux très bien ne pas être dans les canons de beauté attendus à l'EIC Accelerator et avoir un très beau projet, une très belle entreprise, c'est pas ça le sujet, mais c'est juste que comme c'est un processus qui est quand même assez gourmand en énergie, il vaut mieux y aller en se disant a priori les feux sont ouverts. Donc nous on a collecté quelques faisceaux d'indices, mais qui ne veut pas dire que si je ne suis pas dans ces faisceaux d'indices, je ne peux pas y aller. C'est simplement des faisceaux d'indices, j'insiste. Donc, on parle bien de projets deep tech, ça, il n'y a pas de doute. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont des liens d'entreprises qui ont en général des liens très forts avec le monde de la recherche, que ce soit académique ou privé, qui a déjà mobilisé beaucoup de financements publics, statut JEI, crédit impôt recherche, crédit impôt innovation, bourse French Tech émergence, aide au développement deep tech, qui a déjà peut-être eu du Lab, qui a peut-être déjà eu du Innov, ERC, EIC. Voilà, donc il y a déjà mobilisé beaucoup de financements parce que vous êtes sur la deep tech et on le sait bien, très forte intensité capitalistique, ce qui veut dire qu'à chaque fois que je passe un TRL, ça coûte extrêmement cher. On parle beaucoup de projets. Néanmoins, dans le IC Accelerator, et je pense que c'est vrai pour le reste, mais c'est encore plus vrai pour le IC Accelerator, en fait, vous vendez un projet, mais vous vendez surtout votre entreprise. Puisque quand vous candidatez sur le blended, ça veut dire quoi? Je demande à ce qu'il y ait un fonds ici qui investisse chez moi. Donc, il n'investit pas le fonds, il prend une part de gâteau de votre entreprise, il ne prend pas part uniquement au projet X ou Y. Donc, c'est en règle générale un projet qui est risqué, qui est central, et quand je candidate, ça figure au bon moment. Et bien entendu, c'est une logique de scale-up, c'est-à-dire, je l'ai évoqué, il y a encore du risque, mais une fois que j'ai déterminé le risque, a priori, il y a des chances de succès et des gains assez importants. Et encore une fois, vous avez consommé beaucoup d'argent pour arriver à niveau TRL6 à minima, il va falloir en consommer encore pour franchir ces différents TRL. Donc ça veut dire que le financement privé a déjà été sollicité en règle générale, mais que vous devez franchir une nouvelle étape, donc il faut du public et du privé pour à nouveau faire avancer votre entreprise. Profil type du lauréat français, alors on parle d'âge moyen, médian. En fait, il y a les écarts types sont assez importants, donc il ne faut pas toujours tout retenir. Nous, ce qu'on dit simplement, en tout cas ce qu'on observe, c'est que l'âge moyen, c'est 5 à 6 ans. Âge médian, c'est 4 ans. Employé 10 à 15, mais on a des lauréats, il y a beaucoup plus de salariés, peut-être 80, 90. Sur le volet santé, notamment dans la partie pharma-biotech, comme il y a beaucoup de choses, des activités qui sont externalisées, on se trouve avec des noyaux durs qui sont un peu plus faibles. Mais là, encore une fois, c'est moyenné, ça ne fait pas figure de ça passe ou ça passe pas. Lien avec la recherche, plus de 57% des lauréats français ont des liens avec l'enseignement supérieur et la recherche. 56% des lauréats avaient déjà obtenu du financement ILAB et ou Innov. Donc on le voit bien par rapport aux marqueurs que j'évoquais précédemment, on est plein dedans. Et plus de 75% des lauréats français ont déjà fait une levée de fonds. Et parfois des levées de fonds qui sont très conséquentes.
Donc, je crois que la levée la plus faible devait être à 1 million d'euros, encore méfiance par rapport à ce que je viens de dire, et il y a des levées qui sont beaucoup plus importantes, puisque, encore une fois, on parle de deep tech, donc ça consomme beaucoup d'argent. Sur le processus général, il y a différentes étapes. Il y a ce qu'on appelle la short proposal, donc une étape qui se veut légère, mais qui est de moins en moins en termes d'impact. Ce qu'il faut fournir là, c'est un pitch deck de 10 slides, c'est une vidéo de 3 minutes, plus le dossier de 12 pages. Voilà. Vous complétez ces différents documents, vous candidatez. C'est ouvert en continu. Il y a une relève qui se fait le premier mardi de chaque mois à 17 h. Pour ceux qui m'ont entendu, l'année dernière, je parlais de 10 h, ça a changé, maintenant c'est 17 h, pour un alignement sur les règles d'Horizon Europe. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a 4 évaluateurs qui vont se pencher sur votre dossier et il faut impérativement 3 go sur 4 pour avoir le droit de candidater à l'étape 2 qui est la full proposal. Et en plus, il peut y avoir de l'accompagnement proposé par l'IIC qui vous permettront de préparer votre full proposal. Attention, accompagnement, ce n'est pas l'accompagnement comme un cabinet conseil qui va vous accompagner sur le volet rédaction de votre full proposal. C'est vous souhaitez avoir un éclairage sur tel business dans tel pays, sur des aspects réglementaires ou que sais-je. Oui, ça rentre dans les clous. En revanche, sur de l'accompagnement de la rédaction, ce n'est pas fait pour ça. Et d'ailleurs, on l'évoquera en toute fin, il existe des aides au montage sur les différents instruments qu'on a pu évoquer. Admettons, vous passez l'étape 1, où à peu près le taux de succès moyenné il est à peu près à 1 tiers, grosso modo. La France en sort un peu mieux, mais on est quand même sur un mécanisme déjà qui égrène, ce qui n'était pas forcément le cas dans le passé. J'ai mon ticket qui me permet de candidater à la full proposal. Là, j'ai des dates de remise, donc des dates de relève, ce qu'on appelle les dates de cut-off. 6 mai, 8 juillet, 2 septembre, 4 novembre. Là, on est sur un dossier qui est un peu plus copieux, on est sur un dossier de 20 pages, qui peut être alimenté bien entendu de ce que vous avez fait sur la short proposal. À nouveau un pitch deck qui n'est pas limité en termes de slides, par contre, il ne pourra pas être modifié si jamais vous allez à l'étape 3 interview. Donc en fait, c'est un pitch deck qui doit être assez bien réfléchi, qui doit être suffisamment autoportant pour, je suis évaluateur, je le lis, je me dis, tiens, waouh, il y a vraiment un truc dans ce qui me présentait. Et encore une fois, ce pitch deck doit être aussi avoir la fonction d'être porté à l'oral. Donc, il faut trouver le juste compromis entre autoportant, je le lis, et à l'oral. La vidéo de 3 minutes, qui en règle générale est la même. Il y a le budget détaillé, et là aussi, on parle de lump sum, comme ce qui a été évoqué par Laurent précédemment. Et différents documents, et on met en rouge Freedom to Operate, donc ça relève de tout ce qui est propriété intellectuelle. En règle générale, c'est un document qui est rédigé par un conseiller en propriété intellectuelle qui démontre qu'il y aura bien une liberté d'exploitation sur ce que vous souhaitez faire. Et les lettres d'intérêt, ça c'est les lettres d'intérêt au sens des lettres de soutien, ça peut être des investisseurs potentiels, ça peut être vos clients potentiels, ça peut être vos fournisseurs, vos partenaires, etc. Donc là, il faut bien entendu s'armer de patience pour arriver à récolter ces lettres, mais c'est très important dans le processus d'évaluation. Il y a une nouveauté 2026, c'est qu'avant, on avait 3 évaluateurs et il fallait 3 go sur 3 pour avoir le droit d'aller à Bruxelles pitcher. Là, c'est un peu différent cette année, on n'est pas sur 3 go sur 3, on est sur un expert technique qui émet un avis et 3 évaluateurs qui devront mettre une note, et au final, il y aura une note sur 15 qui va être proposée, qui sera effectuée. Moi, très honnêtement, on est au tout début de 2026, on n'a pas encore forcément retour d'expérience, mais il faut bien vous dire que si vous n'avez pas 14 sur 15, à minima, je pense que vous n'irez jamais à Bruxelles. Donc, on peut même pousser le trait en disant, il faut avoir 15 sur 15, ça correspond à 3 go sur 3. L'expert technique émet un avis, mais les 3 évaluateurs peuvent être à l'encontre de l'expert technique. L'expert technique, alors expert, déjà, le mot est parfois peut-être un peu galvaudé. Ce sont des gens qui vont regarder, qui ont un vernis théoriquement suffisamment intéressant pour être capable de juger ce que vous proposez, de vous s'assurer qu'a priori, vous dites, tiens, on a TRL 7, que vous êtes bien TRL 7, donc de vous jauger. Et cet expert technique, il va se baser sur la documentation, plus un entretien d'1 heure. Lui et les membres de l'équipe seront amenés à échanger pendant 1 heure, sous contrôle de la Commission européenne. Vous franchissez l'étape 2, ce qu'on souhaite toujours. Vous allez à Bruxelles pitcher, c'est 10 minutes de pitch et 35 minutes de questions-réponses. Et puis, comme je l'ai dit précédemment, même étape qu'en full. Vous franchissez toutes ces étapes, et bien, vous serez annoncé comme lauréat de l'EIC Accelerator. Méfiance, on ne fait pas apparaître à l'écran. Dans les faits, il existe une étape 4, qui est rarement présentée, mais qui est une vraie étape, puisque
lorsque je candidate en blended ou en equity only, je demande de l'intervention au capital. Et donc, c'est le fonds EIC qui va mener une due diligence. Et on peut arriver à une situation où, à l'issue de la due diligence, le fonds EIC dit « Votre projet, j'y crois pas, je ne finance pas ». Ça ne remettra pas forcément en cause la subvention, dès lors que ça a été bien mené. Mais ça veut dire que ça change quand même la configuration de la trajectoire que vous envisagez au sein de l'EIC. Ça arrive très rarement, mais ça peut arriver, et c'est pour ça qu'il faut vous le dire. Là aussi, donc j'ai parlé des différentes étapes, les 3 étapes avec une 4e étape qu'on n'évoque pas. Et puis, l'étape 1, il existe 2 mécanismes qui permettent de sauter cette étape 1. Ça veut dire que, par contre, si vous la sautez, c'est-à-dire que de facto, vous n'aurez pas les retours d'évaluation qui sont quand même assez structurants pour une candidature à l'étape 2. Voilà, donc ça, c'est la limite du système. Et donc, les 2 tickets d'or, quelque part, qui permettent de bypasser cette étape 1, c'est ce qu'on appelle la passerelle plugin, pardon, ça c'est au niveau national. C'est à la main de BPI France, c'est-à-dire que si vous avez été lauréat des 4 dispositifs que vous voyez à l'écran, donc French Tech Seed, Aide et Développement Deep Tech, eLab et Innov, dans certaines promotions, potentiellement vous pouvez accéder à cette notion de plugin. Ou à l'échelle européenne, Fast Track, si vous avez déjà passé par l'EIC, si vous êtes passé par les KIC ou par Eureka, Eurostars, vous pouvez avoir accès à la passerelle. Attention, ça ne veut pas dire que vous allez passer l'étape 1 puisque vous allez vous permettre de bypasser. Ça ne veut pas dire que forcément vous serez plus costaud pour candidater à l'étape 2. Voilà, c'est simplement un élément à prendre en considération. Ça existe et peut-être que certains d'entre vous, on vous a déjà proposé cette passerelle. Les cas des recandidatures. Quand on regarde de plus près la FAQ, il y a plein de conditions, etc. Nous, ce qu'on vous conseille toujours, si vous avez déjà candidaté à l'EIC Accelerator depuis quelques temps, c'est de prendre contact avec nous. Ça nous permettra, on pourra voir ensemble si, oui, vous pourrez recandidater à l'EIC Accelerator pour les prochaines dates de relève. Là, c'est une correspondance entre les relèves étape 1, étape 2 et entretien expert technique et les oraux. C'est des choses à prendre en considération puisqu'il y a quand même une dimension temporelle à prendre en compte. C'est qu'entre le moment où vraiment je candidate à l'EIC Accelerator et le moment où je reçois le premier euro de financement qui correspond au préfinancement du volet subvention, il peut se passer grosso modo 1 an, quoi. Donc c'est quelque chose à avoir en tête. C'est un dispositif qui est quand même assez long dans sa procédure, donc ça s'anticipe. Voilà. Ça, je passe, c'est ce qu'on l'a déjà évoqué. Le préfinancement, lorsque vous êtes lauréat, que vous avez signé votre grant, vous avez un préfinancement de 50% qui vous est versé. Alors, c'est pas tout à fait 50% puisqu'il y a des frais de garantie qui sont retenus, mais vous finissez avec pas loin de 50% néanmoins. Donc, c'est pas inintéressant. Et même réponse que Laurent, avec une différence sur la partie lump sum, à une différence près, c'est que vous ne, comment dire, vous êtes que sur 2 périodes. Donc, le découpage des Work Package est probablement plus facile sur le EIC Accelerator que sur le dispositif présenté par Laurent. Les critères d'évaluation, on a les 3 familles de critères classiques d'Horizon Europe: excellence, impact et niveau de risque, qualité d'implémentation et le besoin du soutien de l'Union. Je ne vais pas rentrer dans les détails, puisque vous avez ça à l'écran. Ce n'est pas un élément qui va vous dire est-ce que je dois candidater à l'EIC Accelerator en fonction des critères d'évaluation. Audit technique, je l'évoquais, on n'a pas forcément de retour puisqu'on est au tout début. Voilà, c'est un échange d'1 heure. Il faut s'attendre à tout type de questions. Et après tout, qui connaît mieux le projet que vous, ou en tout cas votre entreprise, en règle générale, c'est vous et l'équipe que vous avez constituée pour être capable de défendre ce que vous présentez. Je passe aussi, on est un peu pris par le temps, pour parler d'un autre dispositif qui est l'EIC Step Scale Up. Là, on est en règle générale sur des tickets beaucoup plus importants, puisque le fonds EIC, qui est le même vecteur d'investissement que sur le EIC Accelerator, a une capacité d'intervention de 10 à 30 millions d'euros, mais sur des tours de table qui sont de 30, le programme de travail parle plutôt de 50, à 150 millions d'euros. Donc là, on parle que d'equity, que d'investissement, avec le même niveau d'accompagnement. Et on est sur des thématiques qu'on appelle les thématiques STEP, c'est ce que vous voyez à l'écran, donc tout ce qui est digital, deep tech. Alors déjà, quand on parle de deep tech, ça fait rentrer beaucoup de candidatures, de toute évidence. Tout ce qui est technologie propre et sur les ressources, et la partie biotech. Donc ça laisse beaucoup de place. Néanmoins, il y a des accents qui ont été mis sur certaines thématiques, notamment sur le quantique, etc. Et donc il y a une coloration qui est donnée à l'EIC Step Scale Up. Ça ne veut pas dire que ça vous empêche de candidater, mais ça veut dire que vous n'êtes pas forcément prioritaire sur les sujets, par exemple, santé. C'est des choses à prendre en considération. Ça ne vous empêche pas de candidater,
Il n'y a pas une logique de quota, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quand même plus compliqué de se faire financer dans le IC Step Scale Up sur la partie santé que sur d'autres thématiques, par exemple. Il y a un label STEP qui a été attribué si jamais vous avez candidat sur des appels tagués STEP. Ça n'a aucune incidence sur est-ce que je peux aller à l'EIC Step Scale Up ou pas. Je vous le dis parce que c'est un point important. Ce n'est pas un élément d'appréciation d'une candidature. Ce n'est pas un prérequis. Donc, vous y êtes ou vous n'y êtes pas, ça change rien. Et pour répondre à la question sur le spatial, oui, parce que dans la partie de Deep Tech, on va retrouver du spatial. Donc, je pense répondre à la question en direct parce que j'ai vu le pop-up apparaître. Là, on est sur les mêmes critères que sur l'EIC Accelerator. On ne parle pas de TRL dans l'EIC Step Scale Up. Néanmoins, tel que la Commission européenne l'a évoqué, on est quand même plutôt sur la continuité de l'EIC Accelerator. Néanmoins, ça n'empêche pas d'avoir des projets très deep tech qui candidatent à l'EIC Step Scale Up parce que d'entrée de jeu, c'est des tours de table qui sont très importants à mobiliser. Mais dans les faits, c'est quand même on a pas mal de. Aujourd'hui, c'est à peu près un lauréat sur 2 qui est passé par l'EIC Accelerator. Et dans votre dossier de candidature, puisque c'est un dossier de 50 pages, il y a un truc très, très important qui fait partie des critères d'éligibilité, c'est qu'il faut impérativement avoir une lettre de pré-engagement d'un investisseur qualifié unique qui dit « je suis prêt à mettre 20% du tour de table ». C'est une lettre de pré-engagement, ce n'est pas un contrat, ça n'a pas de valeur juridique, mais si vous n'avez pas ça, la lecture du dossier par la Commission européenne avant de basculer ça aux membres du jury, c'est un dossier qui n'ira pas plus loin. Donc, très important. Le nombre limite de candidatures, même punition, avec potentiellement une fusion de nombre de limites de candidatures entre EIC Accelerator et EIC Step Scale Up. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais ça pourrait très bien arriver. Déjà évoqué, donc je n'en dis pas plus. Donc vous voyez bien, ça commence à devenir très élitiste sur ce type de mécanisme. Ça ne va pas concerner tout le monde. Des gens qui cherchent des levées de fonds à minima de 30 millions d'euros ou 50 millions d'euros jusqu'à 150 millions d'euros. Ce n'est pas non plus tous les jours. Et oui, ce que j'évoquais précédemment, pardon, c'est qu'il y avait un focus quantique et semi-conducteur, mais ça reste encore une fois ouvert aux autres thématiques. C'est là où je retombe sur il n'y a pas de quota, mais il y a une coloration qui est donnée. Je passe parce que j'aimerais bien qu'on prenne quelques questions. Processus de candidature, dossier de 50 pages, un pitch deck de 15 slides, vous avez tout ça à l'écran. Et autant le IC Accelerator, les interviews se passent à Bruxelles, donc physiquement, autant là, vous demandez plus, mais on doit rester chez vous puisque ça se fait en visio. 10 minutes de pitch et 45 minutes de questions-réponses. On est quand même sur des formats de questionnement qui est très proche, qui est quand même très proche de ce qu'on connaît dans le IC Accelerator. Puisque nous, côté PCN, EIC Accelerator, EIC Step Scale Up, on est amené à organiser des pitchs blancs, aussi bien pour les candidatures françaises à l'EIC Accelerator qu'à l'EIC Step Scale Up. Et on voit bien les retours d'expérience et quand même sur des choses très proches sur la typologie des questions. Je passe et je passe. Voilà. Même approche, j'ai l'interview, on me dit oui ou on me dit non. Si on me dit oui, c'est-à-dire que je suis lauréat et est entamée là aussi une phase de due diligence avec le fonds EIC, comme n'importe quel fonds. Donc il y a un niveau d'exigence qui est tout aussi important, voire plus d'ailleurs que certains fonds d'investissement. Quelques lauréats français. Alors, comme il y a moins de candidatures, parce que les critères d'éligibilité sont finalement écrème entre le tour de table demandé, les 20%, l'aide de soutien de 20%, typiquement, ça a déjà écrémé. Donc, le taux de succès sur le IC Step Scale Up est plus élevé que sur le IC Accelerator. Néanmoins, on a coutume de dire que dans les deux cas, 100% des gagnants ont tenté leur chance et que finalement, sur un de plus près, on est sur des taux de succès qui sont très proches. Si on fait le parallèle, je suis une startup deep tech, je vais toquer à la porte d'un investisseur. Grosso modo, je vais ouvrir 100 portes, il y en a peut-être 5 qui vont s'ouvrir. C'est à peu près la même chose dans le cas de l'EIC sur ces instruments financiers. On a mis également les lauréats des autres pays. Et côté EIC Accelerator, je n'ai pas mis de planche avec les différents lauréats, puisqu'il y a plus de 100 lauréats. La France se positionne très bien sur le EIC Accelerator. Sachez qu'il existe, alors je ne sais pas si on a mis le lien quelque part, probablement, un outil qui s'appelle l'EIC Data Hub qui permet de voir tous les lauréats, français comme européens, à l'EIC Accelerator et à l'EIC Step Scale Up. Donc ça, c'est une donnée qui est publique. Vous voyez la typologie des projets.
Et derrière, il y a une équipe, je ne suis pas tout seul. Il y a Gorka qui est sur la coordination, et puis les autres personnes que vous voyez ici sont souvent entre 20 et 40% de leur temps consacrés à la mission UC Accélérateur UC7, en tant que PCN. Même punition que pour Laurent. Merci d'utiliser l'adresse générique du PCN, comme ça permet de diffuser à tout le monde. Et en fonction des similitudes de chacun, on prendra le temps de répondre. Voilà. Et puis, il existe l'accompagnement, je l'évoquais, il y a tout ce qui est atelier de relecture qu'on peut être amené à organiser, les euros blancs. Et puis, bien entendu, un volet de diagnostic. Est-ce qu'il faut aller sur ces instruments là ou pas? Vous l'avez vu, c'est très chronophage. Donc, c'est du temps, c'est de l'argent. Donc, avant d'y aller, il faut vraiment s'assurer que vous êtes dans les clous au maximum. Il existe des aides financières au montage. Alors là où quand vous voyez ANR, ça concerne plutôt Pathfinder et Transition. Donc il y a des aides du ministère de la Recherche, de l'enseignement supérieur de la Recherche et de l'espace qui proposent des aides. Et puis BPI France est également acteur sur des aides de montage sur des projets transition, sur le volet mono, accélérateur STEP, et puis Pathfinder Transition sur le volet collaboratif. Donc, ce n'est pas les mêmes outils, donc c'est pour ça qu'il y a des liens différents. Et également, sachez qu'il existe des aides régionales au montage. Donc, vous aurez le choix des fois en fonction de soit des aides régionales, soit des aides nationales. Donc, à vous de comparer. Et nous, en tant que PCN, là aussi, on peut vous aiguiller si besoin. Voilà, j'essaie de raccourcir pour laisser quelques minutes de questions. Merci beaucoup, Jérôme. C'était très clair et très intéressant. Il y a quand même quelques questions pour l'accélérateur. Alors, il y a une question pour Laurent que je n'ai pas vue tout à l'heure, mais j'y reviendrai. Pour Jérôme, pour rester dans la dynamique accélérateur, la start-up doit-elle être obligatoirement créée au moment du dépôt du projet pour être éligible? Oui, 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 oui. Il faut que l'entité soit créée. De toute manière, il y a un peak number qui va être créé au moment de lorsque vous êtes connecté sur le portail, pardon. Donc, il faut être créé. Puis d'ailleurs, se poserait la question des projets qui auraient atteint le TRL6 en deep tech, qui n'ont pas eu besoin de lever de l'argent, donc qui n'ont pas besoin de créer une entité juridique. En tout cas, ça interpellerait. Alors, je dis oui. Dans les faits, en termes de critères d'agilité, non. La réponse est non. Même d'ailleurs, dans le programme de travail, à un moment donné, on parlait de personnes physiques, etc., sauf qu'on n'a jamais vu ça arriver. Donc, c'est bien côté candidature que côté entreprise lauréate. Donc, une grosse prise de risque, à mon sens. Par contre, en 10 secondes, ça peut arriver sur le transition, on est sur des TRL plus bas et où c'est un labo qui va créer sa spin-off. Il peut arriver qu'au moment du dépôt, la spin-off soit pas formellement créée et mais par contre, la création doit être effective au moment de la signature du grant agreement. Ok. Alors, après, bah, je vois une question plus globale, mais avant d'aller sur la question globale, qui va ouvrir peut-être sur justement l'après et le FP10, moi j'ai une question, on l'avait un peu aussi mentionné, enfin, aussi pour les autres dispositifs. Est-ce que Jérôme, tu t'attends à une vraiment grande sursouscription à la fin du programme 2027? Comment tu conseillerais les candidats de se positionner jusqu'à la fin du programme Ben, moi, sur l'accélérateur je vais faire une réponse de Normand? très pratique. Non, Normand, non, très pratico-pratique. C'est-à-dire que, encore une fois, le temps de candidature est à prendre en considération. Donc, pour moi, si vous partez du principe que, par exemple, vous souhaitez être en 2027, vous avez besoin de ce financement-là, et en tout cas qui fait partie de votre roadmap, il faut candidater. Il ne faut pas se dire, tiens, en fonction de j'arrive en fin de budgétaire. Non, il y aura du budget. Le budget a légèrement diminué puisqu'il y a d'autres instruments qui ont été créés, et ça sera le cas de nouveaux fonds. Donc, ça va être un peu ponctionné. Mais néanmoins, ce n'est pas ça qui doit vous dire j'y vais ou j'y vais pas. Voilà. Donc, Ok. pour moi, la logique budgétaire ne doit pas rentrer en compte. Alors oui, c'est très concurrentiel comme dispositif. Néanmoins, vous n'avez pas l'équivalent au niveau national, donc il vaut largement le coup. Et si, encore une fois, on fait le parallèle avec la probabilité de lever de l'argent privé, on est à peu près la même chose. Donc, non. Pour moi, Ok. la contrainte budgétaire, parce qu'on arrive en fin de programmation 2027, non, parce qu'il y aura à nouveau du financement 2027, et ça ne doit pas vous freiner dans votre candidature.
Ça marche. Et pour moi aussi, une question, Jérôme, que je me fais le relais d'un de mes adhérents qui l'a demandé. Pour le IC Step Scale Up, est-ce que si l'investisseur qui s'était engagé dans la due diligence se retire, est-ce que c'est disqualifiant? Alors, Dans quelle mesure c'est contraignant d'avoir absolument cet investisseur pour clore le quand vous deal? déposez le dossier papier, enfin papier, c'est pas papier, mais c'est l'image, quand vous candidatez le dossier, il faut impérativement ce courrier. Vous ne l'avez Oui, pas, il part à la benne. C'est-à-dire que vous n'aurez ok, pas l'opportunité de faire la visio avec les membres du jury et donc d'évaluer. ok. Si entre le moment où vous déposez et le moment où vous passez au jury, les 20% n'existent plus, pour moi, de facto, ça va tomber à l'eau. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'après, vous êtes, admettons, lauréat, et puis au moment de la due diligence avec le fonds ici, les 20% disparaissent. Ce qui est certain, c'est que de toute manière, le fonds ici ne bougera pas lui-même. Il ne va pas dire, tiens, ok, je vais remplacer celui qui était censé mettre 20%. Ça ne marchera pas comme ça. Il faudra en Tout trouver un comme pour le autre. dire, oui, il faut en trouver un autre Oui, oui, impérativement. ok. Tout comme pour le IC Accelerator, si on fait le parallèle, vous ne trouvez pas de lead investor, le fonds ici ne fera rien. Voilà. Ok. J'espère répondre à la question. Très bien. Ok, c'est clair. Pour Laurent, sur la transition, est-ce que les projets ESA sont éligibles? Non. Ok, merci. Et ensuite, alors, je vois qu'il y en a peut-être une nouvelle. Toc, toc, toc. Désolée, ça synchronise. Eh ben, non, alors c'est un peu compliqué. Des fois, les gens le mettent en commentaire. J'ai Euh, bon, une question de Fabienne globale pour vous deux. Que sait-on de la suite de l'EIC? Est-ce que dans le FP10, est-ce que ce sera uniquement dans le nouveau Horizon Europe ou il y aura d'une quelconque manière, il sera lié à le European Competitiveness, bon, Fonds l'EECF. européen de Merci. compétitivité. Voilà, le Fonds européen de compétitivité. Merci. Laurent, J'essaie je de te voir laisse, si je te j'ai laisse répondre. loupé. La seule chose qu'on sait, c'est que dans la... Enfin, la seule chose. Une des choses qu'on sait, c'est que dans la proposition de la Commission, les piliers 1 et 3, donc 3, celui de l'EIC, Europe Innovante, font partie du FP10, donc la partie Horizon Europe, et non pas le Fonds européen de compétitivité, même s'il y a beaucoup de porosité entre les deux. Et ce qu'on sait, c'est que la proposition de la Commission, c'est un budget de 35 milliards d'euros au lieu de 10. Voilà. Après, ce qu'on sait aussi, c'est que le fameux Advanced Innovation Challenges, dont j'ai très brièvement parlé en fait, mais devrait être une des composantes de ce futur EIC, aux côtés de l'accélérateur. Peut-être qu'il y aura des évolutions aussi de ce côté-là. Enfin, je laisserai Jérôme s'exprimer là-dessus. Le reste, on ne sait pas plus, c'est pas encore discuté. Et après, est-ce qu'il y aura des équivalents dans le Fonds européen de compétitivité à ce que peut être le IC? Ça, c'est encore un peu trop tôt pour le savoir. Mais c'est vrai il peut y avoir Je suis pas sûr que l'innovation de rupture soit dans le Fonds européen de compétitivité, personnellement. Pour ma part, rien d'autre à ajouter. Voilà, c'est très clair. Ok. On sait pas plus, hein, les choses sont Non. un peu balbutiantes et il y a encore beaucoup de discussions entre les États membres. Donc, Alors par contre, pour ceux qui seraient très intéressés, sachez que la commission ITRE du Parlement européen, ITRE pour Industrie, Recherche, Énergie, vous pouvez le trouver sur Internet, vient de publier ses recommandations à la commission pour le Fonds européen de compétitivité. Voilà. Très bien. Bon, merci. On va aller voir. Une dernière question pour toi, Laurent. Peut-on proposer un projet légèrement modifié à l'EIC Pathfinder et Issu du pilier dans 1, c'est ça? financement du pilier 2? C'est un projet modifié qui partage Alors, des work packages avec alors le risque d'overlap si les deux initiatives sont financées. alors, je dirais oui et non. Enfin, oui, dans le sens où rien ne vous empêche. Non, dans le sens où si vous faites un copier-coller, vous n'avez aucune chance. La philosophie du Pathfinder est différente de la philosophie du pilier 2. Donc, si vous estimez que vous avez un projet disruptif, pluridisciplinaire, qui répond à un besoin sociétal et avec une capacité d'aller disrupter le marché, qu'il est high risk, high gain, mais qui rentre très bien dans un appel du pilier 2, et que vous voulez mettre deux fers au feu plutôt qu'un, pourquoi pas?
Mais c'est plutôt dans ce sens-là que l'inverse. Si c'est un projet qui va très bien dans le pilier 2, mais qu'il n'est pas si disruptif que ça, qu'il n'est pas si interdisciplinaire que ça, qu'il n'est pas si high risk high gain que ça, vous pouvez toujours le déposer, mais vous avez peu de chances que ça passe. Mais rien ne l'interdit. Et de même pour un Pathfinder Open et Challenge, si vous avez un Pathfinder Challenge qui n'est pas retenu, est-ce que vous pouvez le redéposer en Open? Oui, mais pas en copier-coller. Encore une fois, il faut s'adapter à la philosophie, aux attentes spécifiques derrière chacun des instruments. Merci Laurent. Est-ce que tu peux repréciser un petit peu l'éligibilité sur la validation des résultats de moins de 24 mois? C'est pas très... Oui, alors c'est un peu compliqué, je suis passé très vite parce que je ne voulais pas rentrer dans les détails trop techniques. En fait, juste un petit recul, la commission considère que des projets qui sont éligibles à maturation, c'est des résultats de projets qui ne sont pas trop anciens. C'est-à-dire que le projet dont ils sont issus n'est pas terminé depuis plus de 24 mois au moment du dépôt, c'est-à-dire en septembre. Et à l'inverse, vous pouvez aussi porter à maturation des résultats d'un projet qui est encore en cours, un projet BAT TRL qui est encore en cours de fonctionnement, enfin qui n'est pas terminé. Mais là, on estime que si ce projet n'a pas au moins 18 mois de vie, alors 6 mois pour le RCPOC, parce que c'est un peu particulier, le RCPOC, que vous n'avez pas suffisamment pu faire de développement qui génère des résultats TRL4 valides, enfin suffisamment validés. Du coup, voilà, c'est pour ça qu'il y a ces deux critères. Un des résultats de projet qui ne doivent pas être trop anciens, parce que s'ils sont trop anciens, on considère qu'entre-temps, l'état de l'art a évolué ou que si personne s'en est occupé, c'est qu'il n'était peut-être pas avec un potentiel si fort que ça. Et à l'inverse, si c'est des résultats issus d'un projet qui court encore, il faut laisser le temps à ce projet d'avoir vraiment généré des résultats, donc au moins 18 mois. D'où ces deux critères. Si c'est pas clair, écrivez-moi, je vous réexpliquerai de manière plus précise. Parfait. Eh ben, merci Laurent, merci Jérôme. On a un peu dépassé. J'avais juste à la fin prévu, si vous voulez bien, de vous juste parcourir rapidement donc l'accompagnement des pôles. Nos deux collègues ont bien sûr présenté et sont à disposition des potentiels porteurs de projets. Moi, j'avais juste, voilà, vos pôles de compétitivité, eux aussi peuvent vous apporter leur expertise, notamment sectorielle du sujet. On a vu, alors ça ne charge pas, j'ai vraiment un problème avec Teams aujourd'hui. Les pôles de compétitivité, chacun positionné sur une filière thématique, peuvent aussi apporter leur expertise en complémentarité, bien sûr, de celle du point de contact national. D'ailleurs, il y a certaines actions qu'on fait en commun, comme ce webinaire aujourd'hui. Donc, on aide à l'identification du bon appel et on vous les présente. C'est l'objet du webinaire. Pour les projets en collaboration, il faut savoir que les pôles de compétitivité entretiennent des réseaux européens privilégiés sur les thématiques, leurs thématiques. Donc, ils peuvent vous mettre en relation avec des partenaires, voire même pour des partenariats académiques privés. Il vous aide à la structuration du projet, à la formalisation du dossier. Alors, dans la majorité des cas, on ne prend pas la plume. Là, pour ça, il y a des cabinets conseils qui font le travail, voire des ressources internes, des fois aussi, qu'il est des fois bon d'avoir. Et voilà. Par contre, des relectures argumentées du dossier pour l'améliorer, toujours dans une version assez aboutie, c'est toujours vraiment d'une grande valeur apportée par les équipes Europe des pôles. On fait des entraînements au pitch aussi, souvent d'ailleurs avec les PCN. Et puis, certains d'entre nous avons aussi des contacts directs avec les financeurs. Donc, n'hésitez pas à contacter le chargé d'affaires Europe ou le directeur ou directrice Europe de votre pôle pour vous accompagner sur ce dispositif. Voilà, ça en était tout pour moi. Vous aviez vu les slides, oui, je ne sais plus. La slide était affichée. Bon, vous l'aurez de toute façon aussi par email, comme l'ensemble de la présentation. Le replay sera disponible aussi prochainement. Et on vous remercie pour votre participation
Voilà, n'hésitez pas à contacter Laurent Jérôme sur l'adresse générique, on l'a bien compris, des PCN. Et puis, bah oui, comme dit la Française des Jeux, tous les gagnants ont candidaté. Donc, on ne peut que vous encourager. Les Français sont bons dans l'exercice quand même. Merci à vous. Très bonne journée. Merci. Merci, au revoir. Merci. Bonne journée également.